Merci beaucoup, professeur. Messieurs les représentants du Premier ministre, de Monsieur le Premier ministre de la République du Sénégal, Monsieur le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Madame la Présidente de l'Afrucade et chers membres de l'Afrucade, permettez-moi de souligner et de me réjouir de la présence de mon oncle, Monsieur Sakali. Mesdames, Messieurs les directeurs et doyens de l'université, Monsieur le conseiller spécial du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames, Messieurs le personnel d'enseignement et de recherche, Mesdames, Messieurs le personnel administratif, technique et de service, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs de service, Mesdames les directrices de l'Université de Thiès, Mesdames, Messieurs, tous les membres de l'Université de Thiès, je devrais dire de Thiès. Thiès est venu avec moi ce matin. Les membres de l'EPT sont là. Les membres de l'ISEP de Thiès sont là. Mes collaboratrices de tous les jours de l'Université de Thiès sont là. Mesdames, Messieurs, honorables invités, Monsieur le Président de l'association UNITRA, chers étudiants, chères étudiantes, chères filles élites, chères familles des filles élites, Monsieur le Président de l'association UNITRA, je vous salue chacun en vos rangs, titres et grades. J'adresse mes fraternels remerciements pour les mots, comme l'a dit mon frère, les mots que vous avez prononcés avec le cœur et non pas avec la tête. C'est votre cœur qui a parlé, Monsieur le recteur. C'est votre cœur qui a parlé, Monsieur Thiam. Je sais que lorsque je suis à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je suis avec des frères et des sœurs. Et il est très agréable d'être une petite sœur parce qu'on vous pardonne toutes vos erreurs. Je vous remercie du fond du cœur. Je remercie la présidente de l'Afrucade et les membres de son illustre association. Je les remercie d'avoir fait de moi la marraine de cette seconde édition, la marraine du jour. Je les remercie au-delà du choix porté sur ma personne. Je les remercie pour la manière dont elles m'ont choisi. Un simple coup de fil de la présidente aurait suffi. Je n'aurais pas osé refuser d'être la marraine aujourd'hui. Mais elles ont fait le déplacement. Elles sont venues à l'Université de Thiès pour me demander d'être la marraine et pour me demander d'accepter cet immense honneur que je n'aurais sûrement pas refusé. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait de moi aujourd'hui la marraine de cette fête de l'excellence. Merci, Monsieur le représentant de Monsieur le Premier ministre de la République, pour l'hymne que vous nous avez chanté, pour ce beau poème de notre président poète. Je voudrais féliciter toutes les filles élites et féliciter leurs familles et dire que je suis très heureuse d'avoir acquis ce matin un nouveau titre que M. Thiam a oublié en me présentant tout à l'heure, le titre de Badjan universitaire.
Je suis sûre que le professeur Salimata Wade, dont je salue la présence, n'a pas ce titre de badiane universitaire. Elle le mérite largement, elle le mérite amplement. Elle est pour nous toutes un véritable modèle. Merci beaucoup, Madame le professeur. Que le monde soit en pleine mutation. Nul ne peut en disconvenir. Chaque jour apporte une nouvelle preuve, des changements profonds qui n'épargnent aucun domaine du savoir, ni même de la vie de tous les jours. Ce qui justifie amplement le titre que vous nous proposez ce matin, à savoir une réflexion sur les rôles et les missions des filles, de la femme, dans une société en pleine mutation. Le numérique révolutionne tous les domaines du savoir et de la vie. Et les sciences sociales même n'échappent pas à cette révolution. Les smartphones, les transferts d'argent, la dématérialisation des nombreuses procédures font partie de notre quotidien. Les repères changent, car dans le système économique actuel, pour évaluer la richesse d'un pays, on ne considère plus les mesures que l'on considérait avant. Il ne s'agit plus pour pouvoir dire si un pays est riche ou pauvre. Il ne s'agit plus de voir si ce pays dispose de ressources naturelles dans son sol ou dans son sous-sol. Ce qui compte désormais, c'est la richesse de ces hommes. C'est la richesse en hommes et femmes compétents, capables de relever les défis scientifiques et technologiques de notre époque, mais aussi du futur. C'est pourquoi on remarque qu'à travers le monde, il s'organise chaque jour des rencontres dont les thèmes montrent que les pays sont conscients de l'immensité des perspectives qui s'offrent à l'humanité grâce au numérique, grâce à la science et à la technologie. Je citerai deux thèmes en guise d'exemple. Une rencontre a porté sur la question suivante. Comment voyez-vous l'agriculture de demain? Une autre rencontre en France avait pour thème « Quelle est la médecine de demain ?» Ces questions montrent qu'il s'agit de prendre en compte les profondes mutations qui agitent le monde à une vitesse de plus en plus grande et qui font que non seulement il est important de penser le présent, de le vivre, de le comprendre, mais surtout d'anticiper et de se projeter dans l'avenir. Il appartient à l'enseignant de se poser cette question, car il est tenu désormais non seulement de former pour aujourd'hui, mais de former également pour demain. Ces questions qui anticipent sur l'avenir ne concernent pas seulement les pays qui les posent et qui organisent ces rencontres internationales. Elles nous concernent également, nous les Africains et en particulier les Sénégalais. Et je serais même tentée de dire que nous sommes les premiers concernés. Il nous incombe, nous aussi, de comprendre que le monde change, de comprendre que nous devons également nous interroger sur l'agriculture de demain, sur la médecine de demain, sur les sciences sociales de demain, sur ce que nous voulons être demain, et non de baisser les bras en nous disant que le chemin qui nous sépare des autres pays est si grand
que nous ne pourrons jamais le parcourir et les rattraper. La révolution du numérique, nous ne devons pas la laisser nous échapper. Il est vrai que la tentation est grande de choisir la solution qui semble la plus facile, à savoir baisser les bras, en se disant qu'en matière de savoir, de science et de technologie, l'Europe, l'Amérique, l'Asie seront toujours devant nous. Et ce ne sont pas les femmes, et encore moins les jeunes filles que vous êtes, qui pourront changer le cours des choses. Dieu merci. Jeunes filles, élite, mesdames les membres de l'Africad, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous rejetez cette option, parce que vous avez décidé de ne pas être de simples spectatrices face à ces profonds changements qui modifient chaque jour davantage la face du monde. La facilité, ce n'est pas non plus l'option de notre pays. Ce n'est pas l'option de notre système d'enseignement supérieur. Notre pays, comme les autres, est en train de faire des avancées importantes dans le domaine du numérique. Je prendrai l'exemple de la télémédecine, qui peut grandement contribuer à faciliter l'accès à des soins de santé de qualité aux populations les plus reculées de notre pays. En mettant nous aussi le numérique au cœur des sciences de la santé, nous avons l'intention de marcher vers un système de santé plus équitable. Les Zénos de l'Université virtuelle du Sénégal et l'UFR des sciences de la santé de l'Université de Thiès se sont résolument engagés dans la télémédecine. C'est donc une véritable révolution qui s'amorce. Et l'une de ses conséquences majeures sera l'apparition de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui jusqu'ici nous étaient inconnues. Je pourrais multiplier les exemples. Parler de l'introduction des drones dans l'agronomie. Parler de l'introduction de nouveaux instruments de technologie dans les sciences de l'ingénieur. Et parler de toutes les mutations, même si elles sont encore timides, qui ont lieu dans le domaine de la construction du savoir. Vous allez sûrement me demander pourquoi insister sur toutes ces mutations alors qu'on me demande surtout de parler des missions des filles dans ce monde en mutation. C'est pour vous dire que les mutations dont je viens de parler doivent changer la question elle-même que nous nous sommes posée. Nous nous demandons quels sont les rôles et les missions des filles dans un monde en mutation, et ma position est la suivante. Cette question, nous allons montrer qu'il faut qu'elle soit derrière nous et que nous devons la poser différemment en raison du contexte nouveau dans lequel nous vivons. Cette question, on ne peut plus lui apporter les réponses qu'on a l'habitude de lui apporter. En effet, en posant la question « Quelles sont les missions des filles dans un monde en mutation ?», on peut croire qu'on va donner une liste de missions et dire aux filles « Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela ». Cette question, cette compréhension de la question importante qui est posée ce matin, c'est cette compréhension que je cherche à déconstruire.
nous devons comprendre différemment cette question des missions des filles dans un monde en mutation. Car comment on a l'habitude de comprendre cette question? On a l'habitude de la comprendre d'une manière que l'on appelle essentialiste. La manière essentialiste de comprendre cette question consiste à penser que la nature de la femme est fondamentalement différente de celle de l'homme. En d'autres termes, c'est par essence qu'ils sont différents. Je vais faire appel au philosophe Aristote, dont nous sommes les héritiers, pour expliquer cette position. Que nous dit Aristote? Aristote nous dit que l'homme est aussi différent de la femme que notre esprit qui est immatériel est différent du corps qui, lui, est constitué de matière. Ce qui est immatériel et ce qui est matériel ne peuvent pas se ressembler. Et Aristote dit que l'homme et la femme donc sont aussi différents que le corps est différent de l'esprit. Et pour lui, l'esprit est masculin et c'est le corps qui est féminin. Et jamais un corps ne deviendra esprit. Jamais un esprit ne deviendra corps. Ce qui justifie l'idée d'Aristote selon laquelle le monde de la femme ne peut pas être le même monde que celui de l'homme. Selon lui, le monde de la femme, c'est la sphère privée, c'est la maison. Tandis que la sphère publique, la vie politique, la vie intellectuelle doivent être réservées à l'homme et à l'homme libre. Parce que selon Aristote, non seulement l'homme est différent de la femme par nature, mais il dira que même entre les hommes, il y a des différences de nature et qu'il y a des esclaves qui sont faits esclaves par nature, qui ne savent faire autre chose, comme le disait monsieur le recteur tout à l'heure, que porter des fardeaux. Et Aristote disait, certains hommes ont les épaules si larges que l'on voit tout de suite qu'ils sont faits pour être des esclaves. Donc, c'est une pensée dans laquelle on pose des essences en disant chacun a son essence et ne doit pas essayer de faire autre chose que ce que lui assigne sa propre essence. Et c'est ce qui fait que pendant des siècles, l'on a considéré que les missions des filles et des femmes ne pouvaient nullement être les mêmes que les missions des garçons et des hommes. Et même lorsque l'on a accepté que les filles fassent des études et occupent des emplois, pendant longtemps on a pensé que ces études et ces emplois devaient être forcément en relation avec la maison, avec la famille et ne pas aller au-delà. Dans cette conception donc issue d'Aristote, c'est la nature qui a défini une fois pour toutes les rôles et les missions des filles et des femmes dans la société et dans le monde. La différence de nature entre l'homme et la femme, comme je le disais, assigne à chacun des fonctions bien précises. Et nous pouvons lire dans un de ses ouvrages intitulé « L'éthique à Nicomaque », il écrit « La division des tâches entre l'homme et la femme a lieu dès l'origine et leurs fonctions ne sont pas les mêmes. » Donc je disais que cette conception, nous ne pouvons plus continuer de la faire nôtre. C'est en ce sens que je disais que la question qui nous est posée
je ne voudrais pas que nous l'approchions d'une manière essentialiste qui consisterait à dire, nous allons dire quelles sont les missions et défis suivant leur nature, suivant ce que la nature leur a demandé de faire, mais plutôt suivant ce que les circonstances leur demandent de faire. À la position essentialiste s'oppose ce que l'on appelle la position historique, qui consiste à prendre en charge le temps, à prendre conscience du fait qu'avec le temps, il y a des changements et des mutations et que les attitudes d'avant ne peuvent plus forcément être les attitudes d'aujourd'hui. Le monde a changé et continue de changer. On ne peut plus accepter avec Aristote l'idée selon laquelle la nature a créé des êtres pour être des esclaves destinés à courber l'échine et à servir les autres. Ce sont les circonstances historiques qui ont fait qu'à un moment donné de l'histoire, certaines personnes étaient faites des esclaves au service d'autres personnes. De la même manière, ce sont les données historiques qui ont fait que pendant longtemps, les femmes pouvaient rester confinées dans la sphère privée. Mais encore une fois, les temps ont changé. Les familles ont besoin des filles, des femmes autant que des hommes, que ce soit pour la prise en charge sociale de la famille, que ce soit pour la prise en charge sociale même de la famille au sens large. On ne peut pas se passer des femmes. Les femmes sont dans les champs, les femmes sont sur les marchés, les femmes sont dans les lycées, dans les universités, les femmes sont même pilotes, les femmes sont dans les armées. Elles sont devenues indispensables dans tous les secteurs de la vie économique de notre pays. Ce n'est donc pas une liste, comme je le disais, une liste de missions que je vais vous donner. Je vais surtout vous dire que votre mission essentielle, c'est de vous poser une question. Que dois-je faire dans ce monde en pleine mutation? Et la réponse, elle vous appartient. C'est la lecture que je fais du dernier sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur le mont Arafat. Lorsque le prophète a rappelé qu'un noir n'est pas supérieur à un arabe, ni un arabe supérieur à un blanc ou à un noir, c'est le refus de l'essentialisme dont je parlais tout à l'heure. C'est le refus qui consiste à dire que la couleur de la peau doit correspondre à une certaine mission dans la société. De la même manière, en parlant des femmes, il a montré que l'islam a fait parcourir à la femme un chemin important. Elle est devenue un véritable sujet de droit. Au lieu de faire partie simplement de l'héritage, avec l'islam, la femme devient un être qui hérite, un être capable de posséder, ayant le droit de posséder, un être à part entière. Et il me semble que ce sermon qui consistait à confier les femmes aux musulmans revient à leur dire « Faites attention au potentiel que Dieu a placé en la femme et ne vous privez pas de ce potentiel pour la construction de votre société. » Vous avez donc compris où je voulais en venir. Montrer qu'il s'agit de tenir compte
des changements profonds de notre société grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies, qui font que le monde nous offre la possibilité, non pas simplement de saisir des opportunités, mais d'être des créateurs d'opportunités, des créateurs de perspectives multiples. Votre mission, c'est la créativité. Chères jeunes filles élites, si je n'avais qu'un seul message à vous donner, c'est soyez créatrices. Lorsqu'on parle de l'innovation, ce n'est pas autre chose que de dire que nous devons refuser d'être de simples spectateurs des mutations qui modifient notre monde, mais que nous devons prendre totalement la place qui nous revient. Et je suis optimiste, car je pense que les jeunes filles que vous êtes comprenez chaque jour davantage que vous êtes contraintes d'être actives et de faire des choix. J'en veux pour preuve la présence de plus en plus marquée des filles dans les incubateurs et dans les start-up. Je pourrais citer de nombreuses start-up qui sont dirigées, qui ont été créées par les jeunes filles, comme eCover, comme Digentech et d'autres que je pourrais citer également. Vous aurez remarqué que je mets délibérément l'accent sur les sciences et les techniques du numérique comme étant la manifestation par excellence des grandes mutations de notre temps. C'est pour finir sur le message que dans les sociétés de la connaissance où nous vivons, il est impératif que les filles et les femmes ne soient pas à la traîne dans les disciplines que sont les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques. Il est même impératif qu'elles soient le fer de lance d'une orientation décisive vers les STEM, comme on appelle ces disciplines, qui gouvernent le monde et qui font que le monde appartient aux pays qui dominent dans ces disciplines. Je voudrais, pour conclure, car il s'agissait surtout pour moi, de vous donner un court message que j'espère vous avez perçu, à savoir qu'il n'y a aucune mission créée d'avance qui pèse sur vos épaules. Votre seule mission, c'est de choisir d'être des actrices et d'être de véritables actrices des mutations qui se passent dans le monde. Et mon mot de conclusion, ce sera pour saluer l'exemple que nous donne l'association des femmes retraitées de l'UCAD, à savoir la FRUCAD, car elle vous montre, comme l'a dit monsieur le recteur tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas de chaises pliantes ni de plier. Il s'agit au contraire de se mettre pour elle, il s'est agi de s'organiser pour créer des rencontres comme celle-ci, afin de manifester que la retraite, c'est l'opportunité à continuer à être des actrices engagées dans les changements nécessaires et dans la promotion continue d'un développement de notre pays qui repose en grande partie sur la force de transformation dont vous, les filles de ce pays, vous êtes porteuses, la force de transformation des filles et des femmes qui ont toujours participé à la construction des sociétés. Merci à FRUCAD de témoigner chaque jour de cette force de la femme à être au cœur du développement et au cœur de la construction des familles et des sociétés. Je vous remercie de votre attention.